Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour la 33e édition de l'Alpe Isère Tour, une 33e édition partie sur les chapeaux de roue, puisque vous le voyez à l'image, on est déjà tête baissée, la tête dans le guidon et surtout sur un rythme effréné depuis le départ donné tout à l'heure de Charvieux-Chavagneux. Charvieux-Chavagneux où les coureurs vont revenir d'ici quelques minutes, pour l'instant en tout cas. Vous le voyez à l'image, ça roule pleine balle sur des routes larges. Aucun groupe n'est réellement parvenu à prendre l'avantage pour l'instant, mais vous le voyez ici, une nouvelle cassure. On va y revenir dans un instant, juste le temps pour moi de saluer mon ami Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour à toi Lilian. Donc bienvenue sur les routes du 33e Alpe Isère Tour. Un temps splendide qui nous accueille aujourd'hui. C'est vrai que c'est rare dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ces derniers temps, mais aujourd'hui, on a vraiment un très beau soleil sur la région de Charvieux-Chavagneux et des balcons du Dauphiné. Un léger vent donc du nord qui favorise peut-être actuellement donc cette échappée donc qui ne compte que quelques centaines de mètres d'avance sur le peloton. Donc, mais c'est vrai que Lilian Couillet disait tout à l'heure, ça roule vite. Nous sommes sur je dirais sur le barème le plus élevé, sur une moyenne peut-être autour des 48 km/h depuis le départ de cette première étape du 33e Alpe Isère Tour. Une étape assez plate, Lilian, il n'y a pas de grosses difficultés, si ce n'est donc la côte de Malville que les coureurs ont déjà franchie. Donc il restera la côte de Moras, les deux donc étant classés en 4e catégorie. Oui, pas beaucoup d'opportunités pour les grimpeurs, on le sait, on est sur un format de course assez similaire à celui de l'année dernière qui avait permis néanmoins à une échappée de s'exprimer. J'ai l'impression que depuis le départ de cette étape, justement, on ne veut pas revivre le même scénario que l'année dernière. On avait laissé filer 5 coureurs qui étaient allés s'expliquer sur le circuit final de Charvieux-Chavagneux. C'est Jordan Abetz, le coureur de la Metec Solar Watt, qui avait trouvé le succès sur la route de Charvieux la saison passée. Jordan Abetz qui est également dans le peloton cette année, le néerlandais qui avait fait coup double, donc victoire d'étape et maillot jaune. Et du coup, dans le peloton, on se dit qu'il ne faut absolument pas laisser sortir cette année. Et malgré toutes les offensives qu'il y a pu y avoir depuis le début d'étape, et bien pour l'instant, pas d'écart significatif. Ça va peut-être changer. Maintenant, avec ce groupe représenté à l'avant, on a reconnu les couleurs de la Lotto Destiny, de la VF Groupe Bardiani, les couleurs également de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale Continentale. On va essayer d'identifier, d'avoir la composition complète de ce groupe qui néanmoins a fait une belle cassure ici. A priori, on y retrouve Théo Thomas, Michel Van Vliet, Ton de Nordvis, Karl Gomez, Vincente Roras Novenjo, Jarno Vidar, vainqueur de la classique des Alpes Juniors la saison dernière. Et bien dès son passage au niveau continental, au niveau supérieur, on le retrouve à l'avant. On aurait également donc Maxime Richard dans ce groupe, Julien Marin pour Hexagone Corba-Lyon Métropole. Un joli mix entre les coureurs amateurs, les coureurs du niveau continental, les coureurs pro. Donc pour essayer de donner vie peut-être enfin à une échappée qui ira compter un peu plus de secondes d'avance que n'ont pas réussi à faire les coureurs précédemment. Oui, ce qui est important à rappeler, Lilian, tu le disais donc à l'instant, c'est que cette course, donc l'Alpe Isère Tour, est une course classée 2.2 au niveau de l'Union cycliste internationale. L'intérêt, bien entendu, c'est de mélanger des équipes amateurs avec un peloton de coureurs professionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'avoir 2 UCI Pro Team donc, au départ de cette épreuve. Des clubs donc, de National 1, une sélection régionale Auvergne-Rhône-Alpes et pas moins de 13 équipes continentales UCI. Ça, c'est vraiment le charme de cette épreuve qui consiste effectivement à opposer des équipes amateurs aux coureurs professionnels. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a dans ce peloton donc très international, je crois 23 nationalités présentes sur cette course. C'est vrai que c'est vraiment un peloton très international et on voit aujourd'hui donc que dans cette première étape où il n'y a pas de circuit d'arrivée, Lilian, et ça peut changer la donne par rapport à l'année dernière en tout cas. Donc c'est ce qu'on appelle une arrivée sèche.
Ça veut dire qu'effectivement, donc c'est tout l'intérêt de cette première étape. Oui, on y retrouve le profil d'ailleurs. C'est vrai que les saisons passées, on avait un circuit assez urbain qui permettait peut-être à une échappée de mieux résister au peloton. Là, on va arriver sur des grands axes sur Charvieux-Chavagneux après être passé donc, par les deux difficultés du jour. La côte de Malville a déjà été franchie. On prendra la direction de la côte de Morat tout à l'heure. Pas de quoi déstabiliser des coureurs de cette trempe. Et puis également donc 3 sprints intermédiaires qui permettront d'aller chercher des bonifications qui seront importantes bien évidemment pour le maillot jaune tout à l'heure. Du côté de cette échappée, on a donné la composition tout à l'heure, on a une douzaine de secondes d'avance pour l'instant, l'écart GPS nous montre ici 20 secondes. Et effectivement, beaucoup de coureurs amateurs, avec 2 coureurs pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Il faut dire que c'est l'anniversaire du manager général. Ça va peut-être donner des idées. On a également un coureur donc, pour Hexagone Corba-Lyon Métropole côté amateur et puis côté professionnel. Un Italien pour la formation VF Group Bardiani. On a Van Vliet pour la Metec, Arnaud Vidard pour la Lotto Destiny, Tom Donenwiers pour l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale. Et pour l'instant, on s'entend les relais qui tombent de façon assez régulière pour essayer de prendre un petit peu plus de champ maintenant. On a vu derrière un coureur qui essayait de s'intercaler. On le retrouve ici à l'image avec le peloton lancé à sa poursuite derrière. On va essayer de l'identifier au plus vite. Première journée qui nous permet également de se familiariser avec des nouveaux maillots parce que le plateau a quand même été bien bouleversé par rapport aux années d'avant. On a beaucoup de nouvelles équipes. Je pense notamment à l'Air Monex Pro Cycling, également donc à des équipes comme celle de Ljubljana, Taffer Rovos également, Pianès Metal Technique, qu'on accueille pour la première fois sur l'Alpizar Tour. Ouais, ce sont des formations qu'on voit peu effectivement sur les courses françaises et c'est tout l'intérêt. Là, je crois que c'est certainement un coureur de la Monex, un maillot blanc. Non, c'est le 75 Ardam Jurgensen, le coureur de Hagens, qui a aussi donc un maillot blanc entre parenthèses. Hagens Berman Jaco, donc c'est l'équipe américaine dirigée par Axel Merckx. Et c'est vrai que effectivement l'écart ne grandit pas. 30 secondes entre cette échappée et le peloton, bien sûr. Nous sommes à 55 km de l'arrivée, tout près des Avenières. Je ne sais pas si on l'a dit, donc Lilian, il y a déjà eu dans cette première étape, hormis donc la côte de Malville classée en 4e catégorie, le sprint de Saint-Victor de Morestel, hein, qui a vu donc le passage en tête d'Eugenio Sanchez devant Pachur, le coureur de Saint-Étienne, et Théo Thomas, donc qui avait déjà mis le nez à la fenêtre, le coureur du Vélo Club de Villefranche-Beaujolais, 3e. Ces sprints intermédiaires, donc ça c'est le sprint des balcons du Dauphiné, sont intéressants parce qu'ils permettent aux coureurs d'empocher des secondes de bonification, 3 secondes au premier, 2 secondes au deuxième et enfin 1 seconde au troisième. C'est dire qu'effectivement, donc Eugenio Sanchez, le coureur qui porte les couleurs de Kern Pharma, est leader. Voilà donc le premier sprint disputé, les bonifications, le petit chèque également, puisque les balcons du Dauphiné sont un partenaire évidemment de l'épreuve aujourd'hui et vont permettre de doter un petit peu les coureurs qui auront été les plus actifs aujourd'hui. Il y aura un autre sprint donc à disputer du côté d'Arcis. Ça sprint sans cesse en même temps aujourd'hui. Je crois que même le départ a été assez animé. On va en retrouver les images justement avec le départ donné fictif depuis Charvieux-Chavagneux. Il était 14h précise, il y a 1h30 à peu près, où on a vu justement les couleurs locales, celles de Charvieux-Chavagneux, Isère Cyclisme se positionner à l'avant. Et puis derrière, on l'a vu tout de suite après le départ réel, les premières offensives, les couleurs d'Hexagone Corba-Lyon Métropole qui s'étaient portées à l'avant et que l'on a vu donc pour essayer de prendre la première échappée qui n'a pas réellement vu le jour. Je crois que c'est la première fois qu'on a un écart de 30 secondes. Aujourd'hui, là, en la faveur du groupe que l'on aperçoit maintenant avec Julien Marin en queue de ce groupe, les couleurs de Villefranche, mais dans le peloton, l'allure est impressionnante. On a les couleurs de Decathlon AG2R qui sont aux avant-postes, l'équipe Hagens Berman également. Et là, on a un beau tir groupé de l'équipe Groupama FDJ qui vient se repositionner. Groupama FDJ Conti qui n'est pas représenté à l'avant et qui va donc essayer de mener cette poursuite maintenant. La Groupama FDJ qui avait justement placé un garçon dans le top 5 l'année dernière dans cette première étape.
et qui va tenter évidemment de récidiver aujourd'hui. C'était Joshua Goliker, voilà, qui avait pris la 4e place de l'étape la saison dernière dans cette fameuse échappée. Goliker que nous devrions retrouver à l'aise dans la montagne, mais beaucoup de coureurs nous ont dit on ne veut pas se faire piéger aujourd'hui dans ce début d'étape. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est vrai que ça roule très très vite hein, dans cette première étape. On s'y attendait d'ailleurs un petit peu vu effectivement le contexte, le fait effectivement que cette première étape soit sans grande difficulté. Alors qu'on vous indique effectivement le palmarès des vainqueurs donc, précédents. C'est vrai que c'est une étape plate, c'est une étape qui effectivement se dispute sur de belles routes larges et droites, avec donc pour l'instant un vent légèrement favorable pour les coureurs. 30 secondes, donc c'est l'écart qu'on avait donc, et alors que nous sommes à 52 km 600 de l'arrivée, donc sur le secteur des Avenières. Tuellin. Les Avenières, c'est le pays, d'ailleurs, entre parenthèses, j'en profite pour faire un peu d'histoire du vélo, le pays de Marius Vial, qui a été coureur professionnel donc, à l'époque de Louison Bobet, donc dans les années 50, et pour lequel d'ailleurs se dispute toujours le Grand Prix Marius Vial au mois de juillet. Voilà, donc les Avenières, Vérin, Tuellin. 52 km, donc encore à parcourir. 52 km, oui, je regarde ma montre, il est 15h30, je pense qu'à 16h40 dans ces eaux-là, on devrait avoir le dénouement, hein, Maxi, puisque on voit encore une fois l'allure imposée ici par les différentes équipes. On a vu donc cette équipe Groupama FDJ venir se repositionner. On a d'ailleurs les mots d'un membre de l'équipe Groupama FDJ, je ne sais pas si on peut nous envoyer l'interview de Maxime Decomble, champion de France du contre-la-montre chez les Espoirs, c'était à Altkirch il y a quelques jours, et qui nous parlait justement un petit peu de cette étape et des dangers que représentait cette étape pour une équipe comme la Groupama FDJ. Groupama FDJ avec plusieurs cartes, des gros rouleurs, t'en fais partie, des sacrés grimpeurs avec Joshua, avec Colin. Il va falloir être focus toute la semaine là aussi. Oui, c'est ça, on verra bien. On a à la fois des cartes pour le sprint et à la fois pour la montagne. Du coup, voilà, on va essayer de ne pas se faire piéger parce que voilà, ça grimpe pas trop aujourd'hui, mais voilà, il pourrait quand même avoir des coups piégeux qui pourraient partir. Donc voilà, on va être vigilant et on verra bien. Ouais, est-ce que vous avez regardé un petit peu le scénario de l'année dernière? Parce que sur cette étape promise de sprinter, on avait une échappée qui va au bout. Ça montre effectivement cette vigilance de tous les instants à avoir, voire même à se glisser vous-même dans l'échappée aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on va essayer à la fois de finir l'échappée et à la fois le sprint. Oui, on a vu l'année dernière que même derrière l'équipe s'était fait un peu piéger. Donc oui, on va essayer de faire ça bien. Ouais. Eh bien, on vous le souhaite. Merci à toi. Bonne route à l'équipe. Oui, et ben pour l'instant, ils ne sont pas devant la Groupama FDJ, mais du coup, on s'affole un petit peu derrière et on emmène le peloton. Dernier écart annoncé, c'était 30 secondes sur ces portions toujours de route large, mais on le voit dans les traversées d'agglomération. Donc la prudence du peloton quand même ici à la sortie des Avenières. 51 km donc encore à parcourir et puis on va s'orienter vers le sprint en or du côté de Buvin. On aura un autre sprint encore à Arcis. Voilà pour les enjeux du jour. Alors que l'on retrouve cette échappée en léger faux plat montant, on va pouvoir en rappeler la composition avec 2 coureurs pour le Vélo Club Villefranche Beaujolais, l'équipe de National 1 que l'on retrouve à l'avant avec Théo Thomas et Maxime Richard. Julien Marin est là pour Hexagone Corba-Lyon Métropole. Vincente Roras Naranjo pour la VF Group Bardiani. Le Chilien de cette équipe italienne, Michel Van Vliet pour la Metec Solarois, Jarno Vidar pour la Lotto Destiny, Tom Denenviers pour l'équipe Decathlon AG2R la mondiale. Tom Denenviers qui avait été formé du côté du SCO de Dijon avant de retrouver cette équipe continentale, première année au niveau continental pour l'équipe Decathlon AG2R et que l'on retrouve donc représenté maintenant à l'avant, l'écart qui grandit un petit peu, 40 secondes et derrière c'est un peu la panique. Oui, c'est vrai que ces 7 coureurs de tête donc s'entendent à merveille. On voit que les relais tombent vraiment de façon régulière et tout le monde semble, je dirais, s'entendre au sein de ce peloton. Il y a, je le rappelle, donc trois coureurs amateurs et en plus de ça, trois régionaux, on va dire, hein, finalement, puisque 2 représentants du Vélo Club de Villefranche-Beaujolais, un représentant de l'Hexagone Corba-Lyon Métropole, face donc à ces 4 coureurs professionnels. Théo Thomas avait montré, je dirais, ses ambitions et je crois qu'aujourd'hui, c'est un garçon qui en veut. Toujours donc 40 secondes d'avance hein, sur le peloton, un peloton qui est
très étiré maintenant, Lilian, et on voit que ça roule fort là, alors que le panneau qui indique la vitesse limitée à 50, je pense, va être dépassé là. On n'a rien vu. Donc effectivement, Théo Thomas qui fait une belle saison, un beau début de saison, déjà des podiums au niveau amateur. Et puis on se souvient surtout que l'année dernière, il avait pris la 2e place de l'étape à Colombier-Saunieux, derrière Clément Carizet. Là aussi, le peloton avait été mis en échec. Les 2 coureurs amateurs étaient allés trouver l'ouverture dans un final totalement fou. Clément Carizet, qui était en tête, avait crevé, revenu sur Théo Thomas qui l'avait attendu. Ils sont allés s'expliquer à la régulière dans les rues de Colombier. Mais c'est vrai que Théo tourne autour de cette victoire, peut-être déjà en classe 2. Lui qui n'est qu'amateur, qui sort d'un superbe hiver également, qu'il a vu briller du côté du cyclocross. Alors qu'on se rapproche, Lilian, du sprint en or. Hein. Le 2e sprint bonification à Buvin, donc c'est au kilomètre 78,6. Je crois qu'on s'en rapproche là maintenant. C'est à 49 km de l'arrivée précisément. Donc dans quelques hectomètres, ce sprint en or polar, qui est là encore un sprint bonification avec 3 secondes au premier, 2 secondes au deuxième et une petite seconde donc au troisième. Rappelons que c'est Eugenio Sanchez, le coureur donc, de la Kern Pharma, qui avait remporté le premier sprint des balcons du Dauphiné. Voilà, donc on indique effectivement ce 2e sprint bonification qui ces sprints peuvent avoir effectivement une incidence tout à l'heure à l'arrivée. Oui, puisque tu as fait les comptes, hein, je crois, tout à l'heure. Et finalement, il y a plus de bonifications en cours de route qu'à l'arrivée. Et donc, quelqu'un qui irait faire ces 3 sprints. Alors, le scénario n'y est pas propice pour l'instant. Mais il y a une ouverture pour prendre un maximum de secondes en cours de route. Et puis, peut-être avec une place de 2 ou 3 à l'arrivée, eh bien, aller quand même chercher donc le maillot jaune du département de l'Isère. On verra tout à l'heure. On n'y est pas encore, mais 48 km à parcourir, 40 secondes pour l'instant. C'est surtout cette échappée qui fait une belle impression. Moi, je suis impressionné à quel point on se dévoile, y compris du côté des grimpeurs, parce que dans cette équipe Lotto Destiny, on a un garçon comme Jarno Vidar qui, l'année dernière, remporte la classique des Alpes juniors. Autre épreuve d'ailleurs organisée par le Coteny, l'équipe de Michel Bob qui est à la manœuvre cette semaine. La classique des Alpes, c'est la semaine prochaine. Le tenant du titre est déjà dans une équipe continentale avec la Lotto Destiny. Il est présent à l'avant de la course, là où on l'attend plutôt dans les sommets, samedi et surtout dimanche. Comme quoi, finalement, toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Oui, c'est sûr, hein, surtout que effectivement, donc dans ce peloton, il y a du beau monde, notamment au niveau des grimpeurs qui auront à s'expliquer dans la dernière étape en direction de Loisan et cette arrivée donc terrible à Bourdoisan. Il y a effectivement un lot, j'allais dire, assez impressionnant de véritables coureurs grimpeurs. Et c'est surprenant de voir effectivement donc Jarno Vidar, le coureur de la Lotto Destiny, donc ici, mais c'est tout à son honneur. Alors que nous sommes maintenant entrés dans les 50 derniers kilomètres de cette première étape, toujours 40 secondes entre ce groupe de 7 coureurs et le peloton. Alors que derrière, là, il y a un coureur qui semble refuser les relais. Je ne sais pas s'il a un petit souci ou s'il attend son directeur sportif. Alors là, oui, il se passe quelque chose d'assez étrange puisque j'ai vu également un coureur de la VF Group se relever. C'est Théo Thomas. Ouais, c'est Théo Thomas qui a l'air de discuter avec Roras. Alors, je ne sais pas dans quelle langue on parle. Et voilà on était en train de préparer le sprint. Oui, voilà. Donc, avec Théo Thomas qui surgit. On se dresse sur les pédales quelquefois qu'on n'irait pas chercher quelques points également du côté de son coéquipier présent dans cette échappée. Et Théo Thomas qui va laisser de chance à personne. Maxime Richard qui va peut-être même faire 2. Bah voilà, il était là l'enjeu. Il a joué fine là. Hein. Franchement, il s'est laissé décrocher donc à l'arrière de cette échappée et il a refusé quelques relais. Et là, il les coiffe sur la ligne, on va dire. Eh bien, ça fera une jolie montre et on espère qu'il sera à l'heure au protocole. Donc Théo Thomas pour recevoir ce trophée, voire mieux, si ça continue comme ça. C'est vrai que le risque, néanmoins, donc de ces sprints, c'est de désorganiser un petit peu ce groupe, de causer une mésentente, alors que là, on a globalement un groupe assez homogène qui a pris un petit peu de champ et c'est vrai que l'entente va être primordiale. Regardez, on est déjà là, hein, du côté du peloton, déjà au passage du sprint en or polar.
Oui, en tout cas, Théo Thomas était à l'heure, hein, lui. C'est vrai qu'il l'a joué vraiment finement et c'est tout à son honneur. C'est vrai que les compagnons d'échappée, ses compagnons de fugue sont peut-être un peu mariés et, disons, déçus de cette attitude, mais c'est vrai que Théo Thomas donc, a joué son jeu et sa carte personnelle. Ça lui a permis donc au passage d'empocher donc cette prime Polar. 3 secondes, il en avait déjà une lors du premier sprint de Saint-Victor de Morestel. On va dire que Théo Thomas est leader virtuel avec 4 petites secondes d'avance, si on ne tient pas compte bien sûr des bonifications de l'arrivée ici à Charvieux-Chavagneux, terme de cette première étape. Je rappelle que cette étape est assez courte finalement, 128 km. Je dirais que c'est une mise en jambe classique, on va dire, pour ces coureurs aguerris et habitués à ce genre de course par étape. Voilà, 46 km donc maintenant de l'arrivée. J'étais en train de réviser mon règlement, excuse-moi, puisqu'effectivement on a plusieurs éléments, hein, puisque du côté des maillots distinctifs, on a bien un maillot pour les sprints intermédiaires, un maillot du classement par points, donc qui englobe également les points à l'arrivée, l'occasion peut-être de se faire un petit point sur les maillots distinctifs avec la réalisation, avec le maillot jaune évidemment qui récompensera le leader du classement général individuel, parrainé évidemment par le département de l'Isère. Maillot jaune que vous retrouvez ici à l'image, le maillot de la combativité, maillot rouge que l'on trouve ici parrainé par Elifec, le classement par points parrainé par Kia, le classement des sprints intermédiaires parrainé par Monin Électricité Générale, le maillot blanc lui récompense le meilleur espoir, le leader des moins de 23 ans parrainé par la région Vernon-Alpes, le classement de la montagne, maillot violet parrainé par les anciennes Leclerc, sera également distribué. Le vainqueur de l'étape, lui, va porter un maillot cette année, nouveauté de la saison 2024, puisqu'on lui remettra au podium un maillot aux couleurs de la CCI du Nord-Isère qui a accueilli ce matin la permanence, les opérations administratives de l'épreuve. Et bien la CCI Nord-Isère qui remettra un maillot orange au vainqueur de chacune des étapes, uniquement pour le podium. Il ne sera pas porté le lendemain, mais ça fera un petit cadeau souvenir sur le podium protocolaire pour le vainqueur de chacune des étapes. Voilà, donc toujours avec cette échappée, l'écart s'est sensiblement réduit puisqu'à 44 km de l'arrivée environ, donc l'écart entre l'échappée et le peloton serait maintenant de 30 secondes. Et il me semble qu'on n'est plus que 6 dans cette échappée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coureurs. Oui, Théo Thomas s'est relevé. Alors c'est relevé. Alors, il est juste à hauteur de la voiture neutre pour un petit rafraîchissement, puisqu'avec cet écart, on n'a pas encore les voitures de direction sportive, mais a priori, effectivement, Théo Thomas, après avoir pris les points et remporté ce sprint en or, n'est plus à l'avant. On va confier les clés du camion à Maxime Richard, du côté du club Villefranche-Beaujolais. Effectivement, Théo Thomas, donc, qui est distancé, qui ne va pas tarder à voir revenir l'avant-garde du peloton, emmené par la Groupama FDJ, l'équipe Hagens Bermans. Le tout à 43 km de l'arrivée. Donc on aperçoit la VF Group Bardiani, la Trinity Racing qui vient se repositionner également. 30 secondes d'avance dans cette étape en direction du retour à Charvieux-Chavagneux et l'occasion de revenir également de notre côté sur le profil des différentes étapes, l'occasion de vous donner d'ores et déjà les rendez-vous des jours prochains sur une 33e édition qui sera assez équilibrée. Demain, on s'orientera vers les Vals du Dauphiné pour rejoindre ensuite la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, une étape tracée entre Val-de-Virieu et Saint-Savin sur 143 km. Vendredi, l'étape traditionnelle de la communauté de communes de l'Est lyonnais. On partira du siège de l'agglomération, du côté de l'aéroport Saint-Exupéry, pour prendre la direction de Génas, quelques kilomètres à côté, mais une étape qui sera quand même longue de 155 km. Rendez-vous samedi pour l'étape du Vercors et entre Bièvre et Rhône du côté de Saint-Maurice-l'Exil pour le départ, et c'est Roussillon qui accueille cette année l'arrivée. Enfin, dimanche, le final en apothéose. Cœur de Chartreuse nous accueillera à Saint-Pierre-d'Entremont. On s'orientera vers le Cucheron, vers le col de Porte. On ira franchir le col de la Morte, le col d'Ornon, aborder
une petite partie de l'Alpe d'Huez par un versant peu connu pour redescendre sur Bourdoisan par la montée traditionnelle. Et ce sera donc pour l'arrivée finale après 171 km. Alors que vous revoyez ici le sprint rageur de Théo Thomas qui a atteint son objectif. Il est allé chercher le sprint en or, les bonifs, et puis derrière, il a laissé partir finalement ces 6 coureurs. Le massif de Loisan, voilà, j'y reviens donc dimanche, qui accueillera le final. Donc Bourdoisan qui nous accueillera pour l'arrivée. Pour l'instant, on reste sur des portions planes, pas encore de montagne, et 6 coureurs qui se relaient parfaitement. On rappelle la présence de Van Vliet, de Julien Marin, de Maxime Richard, pour la Lotto Destiny. J'arrive, j'ai un trou. Donc pour Jarno Vidar, voilà, qui est également présent à l'avant pour porter les couleurs de la Lotto Destiny. Oui, tout à fait. En tout cas, les équipes non représentées à l'avant sont bien entendu en tête de peloton. Ça roule très vite sur cette échappée, effectivement. Je ne comprends pas trop la stratégie de Théo Thomas. Donc, est-ce qu'il a eu des consignes parce qu'ils étaient quand même 2 du Vélo Club Villefranche-Beaujolais dans cette échappée? Ça faisait peut-être beaucoup. Est-ce qu'effectivement, ils ont eu donc des consignes de la part du directeur sportif pour, je dirais, décrocher et éviter peut-être un retour très rapide du peloton? C'est une éventualité, bien entendu. Hein, ça peut s'expliquer. On le saura peut-être à l'arrivée. Ouais, on aura peut-être une réaction de l'un de ces coureurs. Ce qui est presque dommage, c'est effectivement de ne pas avoir continué l'aventure pour aller chercher l'ensemble des sprints. Parce que du coup, Théo Thomas aura marqué des points sur le premier, aura pris le maximum sur le deuxième. Et puis il est parti pour ne rien prendre du tout sur le troisième. Alors maintenant, il est clair que on va compter les coups de pédale aussi. On lui a peut-être dit, voilà, il y a 5 jours de course à tenir. Ça va être une longue épreuve. La montagne qui va se dresser sous les pédales samedi et dimanche. Donc pour l'instant, effectivement, on a fait le choix de se relever, mais de laisser quand même Maxime Richard à l'avant. Donc pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais, on rappelle la présence de Julien Marin, également côté amateur. Vicente Roras pour la VF Group Bardiani, et là également le Chilien de cette équipe italienne. Eux, en tout cas, ne se sont pas relevés. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que et derrière, ça roule très très fort. Hein. On a vraiment embrayé hein. Et pourtant l'écart se stabilise autour de 30 secondes alors qu'on va se rapprocher bien sûr du dernier sprint bonification, celui qui sera disputé à Arcis. Sprint des balcons du Dauphiné au kilomètre 32. Donc, il nous reste à peu près 8 km avant de connaître donc le vainqueur de ce dernier sprint de la journée. Parmi donc les classements intermédiaires, il restera. Ouais, les balcons du Dauphiné qui sont effectivement partenaires de ces différentes primes, partenaires évidemment de l'étape, et je crois qu'on va entendre les mots justement du président de la communauté de communes des balcons du Dauphiné, Monsieur Brenier, qui nous accueille aujourd'hui sur son territoire. Nous sommes ici sur la commune de Saint-Victor de Morestel, l'une des 47 communes des balcons du Dauphiné, traversée cette année encore par la première étape de cette 33e édition de l'Alpe d'Huez Tour, le mercredi 22 mai 2024 prochain. Cette année est un peu particulière puisque Paris accueillera dans quelques mois les Jeux Olympiques. Effectivement, les balcons du Dauphiné se sont mis à l'heure olympique en étant labellisés Terre de Jeux 2024, tout comme 16 communes de l'intercommunalité. Et c'est en soutenant de nombreux projets sportifs que nous avons créé l'opportunité de jouer collectif à tous les niveaux. J'ai coutume de rappeler que dès le début de ce mandat, nous avons fait le choix de nous rapprocher de Michel Pau. En effet, cette course cycliste internationale traverse massivement les routes des balcons du Dauphiné. C'était donc une évidence pour nous d'être aux côtés de toute l'équipe, qu'elle soit économique, de mobilité ou touristique. En matière de mobilité, nous sommes en train de réaliser notre schéma d'accès cyclable au service des polarités qui identifie plus de 190 km de voies facilement cyclables pour développer encore plus le vélo de tous les jours. En tant que référente politique du collectif Via Rhona entre le Léman et Lyon, qui regroupe 16 intercommunalités et offices de tourisme, je ne peux que confirmer l'engouement pour la pratique cycliste dans sa globalité. Cette première épreuve de l'Alpe d'Huez Tour 2024, composée de plus de 120 km de route et de plaine, est une belle manière pour l'ensemble des participants de venir découvrir les balcons du Dauphiné. Et le sprint qui se disputera à Saint-Victor-de-Morestel sera un temps fort de cette épreuve. Nous tenons à mettre à l'honneur et à féliciter tous les bénévoles, signaleurs et autres membres de l'équipe qui s'impliquent
pour que cette course soit une réussite. Merci pour cette mise en lumière, merci l'Alpe Isère Tour et très belle édition 2024. Voilà, et bien merci à eux. Tout à fait, oui, quel accueil. Donc c'était Frédéric Luzet et Jean-Yves Brognier, le président de la Comcom des balcons du Dauphiné, que l'on découvre donc aujourd'hui sous le soleil, alors que l'écart vient de passer au-dessus des 40 secondes, 45 secondes, alors que nous sommes à 38 km maintenant de l'arrivée de cette première étape. Et derrière, pourtant, on n'amuse pas le terrain, hein, franchement. Le peloton roule, emmené par les Kern Pharma, les coureurs de la Groupama, les coureurs de Hagen, donc toutes ces équipes non présentes, bien sûr, dans l'échappée. C'est vrai que quand on voit un peloton étiré comme ça, on n'amuse pas le terrain et franchement derrière donc ça roule très fort, mais devant on est vraiment à une vitesse assez impressionnante et l'écart s'est creusé puisque l'écart était de 30 secondes. Vous voyez qu'on est passé maintenant à 45 secondes alors que nous sommes entrés dans les 40 derniers kilomètres de cette étape sur des routes magnifiques, hein, franchement un beau soleil, une température idéale et propice bien sûr au vélo et ça fait plaisir de retrouver donc ce climat qu'on n'a peut-être pas l'habitude de connaître sur les routes du Nord-Isère, puisque jadis le Tour Nord-Isère et le Rhône-Alpes Isère Tour ont connu effectivement des temps pas trop cléments. Là aujourd'hui effectivement c'est un temps particulièrement agréable qui est proposé effectivement aux coureurs, tant de l'échappée que du peloton. Donc toujours 6 hommes en tête, un écart donc qui semble se stabiliser autour des 45 secondes, alors que comme vous le voyez donc on est autour de 50 km/h. Ça roule le Lian, c'est assez impressionnant, hein, franchement. Et avec effectivement de nouvelles formations qui viennent se porter à l'avant, l'équipe Kern Pharma, j'aperçois là-bas au loin l'équipe Arkea BNB Hotel qui vient se repositionner également. On a un petit peu parlé d'Italien Josué Pis dans cette équipe Arkea BNB Hotel pour aller à chercher un bel accessite dans un éventuel sprint tout à l'heure. Nous en aurons la confirmation si toutefois le peloton parvient à revenir sur cette échappée. 45 secondes sur des routes comme celle-là, on doit les avoir en tout cas à portée de fusil, hein, des routes relativement droites, larges. On doit avoir le point visuel du côté du peloton sur ces 6 coureurs qui eux continuent donc leur marche en avant, des relais assez impressionnants de Maxime Richard qu'on a vu surpuissant du côté du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Après les sprints menés par Théo Thomas, Maxime Richard qui nous fait une belle impression. Alors là pour le coup on ne compte pas les coups de pédale du côté de ce jeune coureur. 36 km, il en reste 4 avant de disputer le dernier sprint intermédiaire de la journée. Et puis derrière on s'orientera vers le final. On rappelle également l'ascension répertoriée de la côte de Moras. Le sommet sera situé à 20 km de l'arrivée. Pour tenter d'animer un petit peu le final de l'épreuve, si tant est qu'elle en ait besoin, parce que pour l'instant, même sans grosse difficulté, on est sur une étape particulièrement mouvementée. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que nous sommes donc à 4 km et précisément d'Arcis, où sera disputé le sprint des balcons du Dauphiné, dernier sprint d'ailleurs de l'après-midi. Et c'est vrai que nous devrions donc à la plus haute vitesse, donc passer vers 16h02, donc c'est ce qui était prévu sur le roadbook, donc pour la vitesse la plus élevée à 48 km/h. Donc c'est vrai qu'on est sur ces bases-là, sachant que le départ réel a été donné à 14h, je crois, et 4 minutes précises, puisque le fictif donc, a eu lieu à Charvieux-Chavagneux. Le départ réel à la sortie de Charvieux-Chavagneux environ à peu près 2 km après le départ fictif. Départ réel donc donné à 14h et 4 minutes. C'est dire qu'effectivement on est sur des bases aujourd'hui particulièrement élevées dans cette première étape de l'Alpe Isère Tour. Pour revenir donc à ces sprinteurs qui vont peut-être
en découdre tout à l'heure donc sur cette arrivée à Charvieux-Chavagneux. Donc Lilian, tu parlais de Josué Epis, le coureur d'Arkea BNB Hotel de l'équipe continentale. Donc n'oublions pas non plus que dans cette équipe, il y a le coureur australien Hugh Harvey qui est très rapide lui aussi au sprint. Et Arkea BNB Hotel, donc, a 2 sprinteurs. C'est la raison aussi pour laquelle on les voit aux avant-postes, je dirais, de ce peloton, parce qu'ils ont tout intérêt, bien sûr, à revenir sur l'échappée pour pouvoir espérer l'emporter ici à Charvieux-Chavagneux, avec donc, je dirais, 2 cartes maîtresses, celle d'un Italien, donc, comme tu le disais tout à l'heure, Lilian, Josué Epis, le dossard 105, sans oublier Hugh Harvey, le dossard 104, le jeune coureur australien, qui lui aussi est très rapide au sprint. Et là à l'avant, on a la formation à Gunsberman, donc qui mène de gros relais également. Dans cette équipe, on a des garçons qui vont très vite également, comme Adam Jürgensen, qui avait trouvé l'ouverture sur le Tour de l'Avenir. Il y a 2 ans, il avait remporté une étape. Également Artem Schmidt, peut-être un petit peu moins rapide, et qui l'année dernière avait trouvé le top 5, justement à Charvieux-Chavagneux. C'était dans un cadre un petit peu différent, puisque c'était à l'issue de l'échappée. Lui qui avait brillé également sur une étape du Tour de Haute-Autriche. Champion des États-Unis du contre-la-montre, c'est un gros rouleur. Et bien du côté de l'équipe à Gunsberman, là aussi on a plusieurs cartes à jouer, ce qui explique en tout cas leur avancée, alors que l'on revient sur l'édition 2023, effectivement, dont on parle beaucoup. Jordan Avens avait été le premier porteur du maillot jaune d'une édition remportée par Lennart Van Edveld pour l'équipe Lotto Destiny, lui qui a remporté cette année le Tour des Émirats Arabes Unis du côté du World Tour. Oscar Onley évolue également au niveau World Tour avec la team DSM, dont il portait déjà les couleurs continentales la saison dernière. Johannes Kulset pour la formation InnoX Mobility était 3e, et puis un coup d'œil puisque la 4e place, attention, Martin Ciotta, alors sous les couleurs de Bourg-en-Bresse, on le retrouve cette année avec les couleurs de l'équipe Arkea BNB Hotel, cette fois-ci au niveau continental. Il a franchi un cap, il avait terminé 4e du général, 4e sur l'étape de Saint-Pierre-de-Chartreuse, apothéose de l'édition 2023. Ce sera peut-être l'un des favoris à suivre. On verra dans quel état d'esprit il se présente dans la montagne tout à l'heure, le Norvégien formé en France qui continue son aventure côté breton avec Arkea BNB Hotel. Oui, tout à fait. Ça, je pense que effectivement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon cycliste un client, et on l'attend effectivement sur des étapes, on va dire, beaucoup plus difficiles que ne l'est cette première étape sans grosse difficulté. Je rappelle que là maintenant nous sommes à peu près donc un peu plus d'1 kilomètre du classement du dernier sprint bonification, celui d'Arcis. C'est le 2e classement sprint donc des Balcons du Dauphiné, et l'écart donc a légèrement diminué, 40 secondes donc entre cette échappée et le peloton, un peloton qui roule toujours très fort. C'est vrai que ces coureurs, donc ces équipes dans lesquelles figurent bien entendu 1 voire 2 sprinteurs, vont essayer de revenir sur l'échappée. Ça ne sera pas chose très aisée dans ces 30 derniers kilomètres, mais on a déjà eu l'habitude de voir un sprint royal ici à Charvieux-Chavagneux, et tout le mal effectivement qu'ont les coureurs du peloton, effectivement, c'est de rejoindre, de revenir sur cette échappée. Toujours donc bonne entente au sein de ce groupe avec toujours donc ces 6 coureurs. On va peut-être rappeler, Lilian, donc la composition de ce groupe de tête. Oui, avec du côté de l'équipe VM Bardiani, un Chilien, c'est Vicente Roras Navarro. On retrouve du côté de l'équipe Lotto Destiny, le vainqueur de la Classique des Alpes l'année dernière, 2e de la ronde de l'Isère cette année, Jorno Vidar, le grimpeur belge. Tom Donenwiers, le français de l'équipe Decathlon, AG2R la mondiale continentale. On retrouve Michel Van Vliek, le néerlandais de la formation Metec. Maxime Richard pour le vélo club Villefranche-Beaujolais est donc également présent à l'avant, lui qui a connu 2 podiums cette année du côté des amateurs, 3e d'un championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on ajoute Julien Marin donc pour l'équipe Hexagone Corps-Balion Métropole. Lui aussi a connu le podium cette année, très régulier du côté des rangs amateurs. Il reste à voir aujourd'hui donc comment il va pouvoir continuer d'accompagner cette échappée. L'écart annoncé toujours de 45 secondes. Alors qu'on ne va pas tarder à passer donc le dernier sprint de la journée, et que l'équipe Arkea BNB Hotel vient à son tour
assurer le tempo en tête de groupe. Oui, c'est tout l'intérêt qu'on évoquait tout à l'heure hein, de cette formation qui effectivement a des sprinteurs donc, en son sein. Et on parlait donc d'ailleurs au départ de cette première étape avec Maxime Bouet, le directeur sportif d'Arkea BNB Hotel. Et Maxime effectivement nous confirmait tout l'intérêt qu'il portait sur cette première étape. C'est vrai que c'est toujours important de remporter Lilian une première étape avec ces maillots de leader qui sont bien sûr le maillot jaune, souvent le vert, etc. Là aujourd'hui en plus il y a le maillot donc destiné aux vainqueurs de l'étape. Une belle collection, une belle brochette de maillots pour le lauréat ce soir à Charvieux. Ah oui, tout à fait. L'année dernière, c'est vrai que ça avait été un élan de visibilité, un coup de projecteur sur Jordan Abetz qui était allé trouver l'ouverture. On se souvient du bonheur de cette équipe Metec Solar Watts, habituée à briller sur l'Alpizère Tour, du côté du classement général. Ils sont déjà rentrés dans le top 10 avec un garçon comme Tai De Lang. C'est vrai que cette victoire d'étape, elle les avait marqués et leur avait permis surtout d'aller chercher un certain nombre de maillots distinctifs donc à l'issue de la première journée. Pour l'instant, il reste 30 km à parcourir, encore 40 minutes de course pour rejoindre le final. On ne s'observe pas, en tout cas à l'avant, avec les couleurs de la Bardiani, la Lotto, la Metec, Villefranche, Décathlon AG2R et donc le team Hexagone, Corbagnons Métropole. Le sprint lancé pour aller chercher les derniers points et il va être très disputé celui-là. Maxime Richard surpuissant, Vincente Roras dans la roue, Jarno Vidar au coude à coude, ça va être les points pour Maxime Richard et derrière à se partager entre Vidar et Vincente Roras. Voilà pour les sprints intermédiaires. On va attendre la photo finish, j'ai l'impression, pour les deuxième et troisième places. Pour la première, a priori, Maxime Richard a mis tout le monde d'accord. Tout à fait. Et il y en a qui, effectivement, ont fait de la patinette ou se sont laissés embarquer, donc notamment Julien Marin de l'équipe Hexagone Corbagnons Métropole qui n'a pas disputé le sprint. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit, je dirais, apprendre à gérer ce type d'effort, alors que nous allons rentrer, bien entendu, tout de suite après Arcis, dans la localité de Saint-Chef en Dauphiné. Voilà donc le peloton qui passe à l'instant même avec un retard de 45 secondes sur cette échappée. J'ai l'impression qu'ils n'y sont pas. C'est le dernier écart qui nous a été communiqué, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le peloton est revenu très vite, déjà sur la ligne du sprint. Sprint disputé, pour autant on se remet en marche. Maxime Richard, pour le coup, qui ne voit rien à personne parce qu'il a vraiment fait le sprint et derrière, bon, il assure son relais. Il demande, alors là quand même, il demande un petit coup de main, mais voilà, il ne s'est pas relevé, il ne s'est pas mis dans les roues, il a fait le sprint. Ok, j'ai pris les points, maintenant je reprends ma place dans la file et je vais faire ce qu'il faut pour donner vie encore un petit peu plus à cette échappée dans une position ici un petit peu descendante pour le peloton, toujours à pleine vitesse. Il est certain, Lilian, que ces sprints, et on l'a vu là tout à l'heure, désorganisent un peu l'échappée. C'est vrai qu'on a dans l'échappée des garçons qui veulent participer au sprint, d'autres qui n'y veulent pas. Donc c'est vrai que ça désorganise un petit peu. On s'aperçoit que pour reprendre après donc, les relais, il faut un certain temps d'adaptation, que ceux qui n'ont pas disputé le sprint reviennent sur ceux qui l'ont disputé. Ça désorganise et ça c'est peut-être aussi au bénéfice d'un peloton qui roule quand même relativement fort. Oui, alors là on s'énerve un petit peu. Voilà, un cours de la formation à Arkea BNB Hotel qui emmenait, mais qui emmenait peut-être un petit peu trop fort. Derrière on lui a dit bon, on ne peut pas non plus s'affoler, on les a à portée de fusil. L'équipe groupe AMDJ va revenir imposer le bon tempo. Et du côté de la VF Bardiani, on a l'air de reprocher à la moto d'être un peu trop proche. Oui, je pense qu'ils font un peu du derrière-dernier là. Je pense aussi que la Bardiani s'affole un petit peu parce qu'ils aimeraient bien effectivement que l'échappée continue sa marche en avant puisqu'ils en ont un représentant. C'est pas la peine de faire trop de zèle non plus. La caméra est voilà, si proche. Je rappelle qu'il y a un petit zoom quand même sur la caméra. Donc bon, c'est pas d'affolement à ce stade. Mais c'est un petit peu de tension en tout cas. Si on parlait oreillettes, Lilian, sur ce type de course, qu'est-ce que tu en penses? Elles n'y sont pas. Alors, il y a une position intéressante sur les oreillettes dont m'a fait part un directeur sportif justement il n'y a pas longtemps, c'est qu'elles seraient peut-être plus utiles justement sur ces épreuves à titre pédagogique que chez les professionnels. Et c'est vrai que c'est une position assez intéressante, originale également, qui est qu'on pourrait peut-être mieux guider ces coureurs qui sont encore
pour beaucoup en formation. C'est encore des jeunes coureurs. On aimerait peut-être à mieux guider, à mieux conseiller avec des oreillettes à ce niveau-là, plutôt que chez les professionnels. Voilà, c'était une position que je trouvais assez originale en tout cas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, elles n'y sont pas et qu'on s'en fie à l'ardoise, justement positionné devant eux. Oui, tout à fait. Alors que l'écart semble être redescendu sur la barre des 30 secondes. Alors que nous sommes maintenant entrés dans les 30 derniers kilomètres de cette première étape. On se parle hein, dans l'échappée, notamment donc Vincenzo Rojas, le coureur de la Bardiani. C'est vrai que effectivement là, à moins de 30 km, on peut dire que rien n'est fait, bien entendu. Rien n'est joué. C'est vrai que si on applique le théorème de Robert Chapat, eh bien, ça veut dire qu'en 5 ou 6 km, le peloton peut revenir sur l'échappée. Pourquoi pas. On le voit hein, que cette échappée voilà, ne parvient pas à se réorganiser parce que voilà, sur ces faux plats montants, on a essayé d'appuyer un petit peu plus fort. Maxime Richard, après avoir fait les sprints, est un petit peu plus en difficulté. C'est là que le peloton va pouvoir regrappiller un petit peu de terrain, comme quoi il n'y a pas lieu de s'affoler dans le peloton. Pour l'instant, on les a toujours à portée de vue. Oui, tout à fait. Il n'y a pas effectivement de gros soucis à avoir pour les coureurs du peloton. 30 secondes alors qu'il reste 30 km. Pas d'inquiétude majeure, j'allais dire, pour les hommes du peloton qui peuvent effectivement apercevoir dans ces longues lignes droites les coureurs échappés alors qu'on fait remonter, on fait remonter les véhicules. C'est dire qu'effectivement l'écart diminue de façon très significative maintenant. Il faut dire que sur le peloton, ça roule effectivement très fort en tête de peloton. Moins de 20 secondes maintenant alors que nous sommes à 28 km de l'arrivée au lieu-dit Versin, donc tout près de Vénérieux. On va d'entamer cette côte de Moras, dernière difficulté du jour. Elle se situe au 20e kilomètre. Il reste donc 7 km pour atteindre le sommet de cette côte de Moras, classée en 4e catégorie. Les deux côtes d'ailleurs du jour sont toutes les deux répertoriées, je crois, oui c'est cela, en 4e catégorie. Il y avait la côte de Malville et la côte donc de Moras. Donc cette côte de Moras qui se situe à 20 km, un petit peu plus de 20 km, 20 km 600 précisément de la ligne d'arrivée ici à Charvieux-Chavagneux. Je vous rappelle bien sûr, et Lilian en parlait d'ailleurs tout à l'heure, c'est une arrivée sèche, c'est-à-dire qu'à Charvieux il n'y aura pas les tours de circuit que l'on connaissait, on va dire un petit peu traditionnellement. C'était un peu le cas l'année dernière avec ces 3 tours de circuit. Là c'est vraiment une arrivée sèche, c'est-à-dire qu'effectivement on risque peut-être d'avoir une arrivée groupée en peloton ici à Charvieux-Chavagneux, à moins que la côte de Moras ne vienne jouer un petit peu les troubles faits. C'est une côte qui n'est pas très longue ni très difficile bien sûr, mais c'est vrai que ça peut-être permettre à certains donc de tenter effectivement une échappée. Cette côte de Moras, c'est 2,7 km seulement à 4,5% de moyenne. Alors que vous avez vu défiler justement les profils des autres étapes, ça n'aura rien à voir. Aujourd'hui, on est sur l'échauffement du côté du dénivelé. Pas de quoi inquiéter les coureurs ici, alors que du côté du sprint qui a été disputé, on a confirmé donc du côté d'Arcis la 2e place de Jarno Bidar, la 3e pour Roras, alors que c'est fini pour l'échappée. Voilà, on n'a rien de temps finalement. On a vu revenir le peloton, une échappée qui va être récompensée soit pour Théo Thomas, soit pour Maxime Richard du maillot bleu des sprinteuses intermédiaires. Ils ont 5 points chacun. On attendra donc le classement général individuel à l'arrivée pour faire le point, sans mauvais jeu de mots, sur le maillot bleu. Ce sera en tout cas pour l'un des coureurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Voilà, en tout cas, donc le retour du peloton a été effectivement sans rémission. Un retour effectivement très rapide sur une échappée qui s'est on va dire quand même désorganisé après le dernier sprint d'Arcis, le sprint des Balcons du Dauphiné. On voyait qu'effectivement l'entente ne régnait plus au sein de cette échappée, c'est dommage.
mais tout reste à faire dans cette première étape. Alors que nous allons maintenant, dans quelques kilomètres, bien sûr, entamer les premiers lacets de la côte de Moras. Je rappelle que le sommet est au kilomètre 20,6, une côte longue de 2 km 500, c'est-à-dire que les coureurs vont l'aborder dans un peu plus de 2 km 500. Donc peloton groupé. Oui, peloton groupé, peloton qui discute, de nouvelles formations du coup qui viennent se porter à l'avant. Et un peloton qui occupe toute la largeur de la chaussée surtout. Avant d'aborder ces difficultés, voilà, on entame une autre course maintenant. Alors que l'on retrouve, j'allais dire, une équipe au premier rang, mais j'ai l'impression que tout le monde s'est mis de front. Voilà, on va peut-être même commencer à frotter. Voilà, c'est l'équipe INS Metal Technique qui était en train de remonter également pour la partie de cette équipe continentale allemande. Petit temps mort donc du côté de ce peloton. Le temps pour nous peut-être de reparler un petit peu de Charvieux-Chavagneux, puisque monsieur le maire a libéré les coureurs tout à l'heure et qu'on avait son mot de bienvenue également à l'occasion de ce nouveau passage à Charvieux-Chavagneux. Je vous propose de retrouver et d'écouter monsieur le maire qui nous accueille aujourd'hui, monsieur Desantes. Charvieux-Chavagneux, une fois de plus, accueillera la première étape de l'Alpe Isère Tour cette année. L'année dernière, nous avons eu la chance de briller. Cette année est une année particulière, 2024 est une année olympique. J'espère que l'Alpe Isère Tour donnera le ton avec un sport qui pétille, un sport qui fait gagner notre jeunesse. Et notre club de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme nous représente régulièrement dans tous les coins de France et même au niveau international. Nous sommes très fiers de ce club et nous sommes très heureux que notre équipe puisse être représentée dans cette épreuve de haut niveau qui au fil des années n'a fait que conquérir du public et que de s'élever. Donc nous sommes très satisfaits d'être une ville sportive et d'être une ville qui accueille ces événements de haut niveau. Voilà donc monsieur Desantes qui nous accueille année après année pour cette organisation de l'Alpe Isère Tour. Alpe Isère Tour qui avait vu la victoire la saison dernière sur la 3e étape d'un coureur justement de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme, Clément Carizé, qui allait chercher la victoire, le maillot jaune par la même occasion. Drôle de finale maintenant puisqu'on est à 23 km de l'arrivée et que le peloton fait un petit peu rideau. Il n'y a plus de coureurs échappés. On va pouvoir respirer un grand coup avant d'aborder cette difficulté. Difficulté de 4e catégorie. Est-ce qu'elle va suffire à mettre en difficulté quelques coureurs? Pas sûr du tout. En tout cas, on devrait retrouver un petit peu de mouvement. 23 km, il y a encore des opportunités, bien sûr, de faire vivre une attaque, un petit groupe, une échappée pour tenter de mettre en échec le peloton comme ça avait été fait l'année dernière. C'était sur une échappée au long cours. En tout cas, à 23 km du but, pour l'instant, le peloton fait un petit peu rideau. Oui, tout à fait. Traversée de Vénérieux donc pour le peloton. C'est une sorte de marquage à la culotte auquel on assiste là actuellement. C'est vrai qu'on se cherche. J'ai l'impression que les coureurs attendent un certain dénouement dans l'ascension de cette côte de Moras. Dernière difficulté du jour. Je rappelle que le sommet est au 20e kilomètre, 20 km/6 pour être très précis. C'est-à-dire que dans quelques hectomètres, on sera dans le début de cette ascension de cette côte de Moras en 2 paliers, on va dire. Un premier qui n'est pas très sélectif, le deuxième l'est peut-être un peu plus. Ensuite, donc du sommet, eh bien, on aura donc de longs faux plats descendants en direction de Vécilieux et de Panossa. Voilà donc un peloton donc qui se cherche, j'allais dire. C'est vrai que les coureurs roulent bon train, mais bon, pas sur un rythme, on va dire, très élevé, tel qu'on a connu. Peut-être qu'effectivement, on est en train de chercher un deuxième souffle. Et je vais rappeler le résultat de la première ascension qui avait vu des vrais grimpeurs s'exprimer avec Arnaud Bayers, le Belge de la formation L'Autodestiny, qui allait chercher donc le leadership, alors que l'on va retrouver justement des coureurs que l'on avait tout à l'heure au départ. Je vous propose de retrouver peut-être ces mots de Jordan Abetz, vainqueur l'année dernière sur cette étape de Charvieux-Chavagneux et qui nous évoquait justement ce souvenir tout à l'heure au départ.
a great moment for you on the Alpizar Tour. This is inspiring for you to begin this edition with. You remember this victory, so this is inspiring for you. C'est inspirant. Après la victoire de l'année dernière, on essaie de remettre le couvert cette année. Yeah, last year was super great for me. So I'm really motivated to try and equal my performance today as well. I mean, the finish is almost exactly the same, except for the missing of the local laps. But yeah, I'm really motivated to try again this year. Oui, il nous disait qu'effectivement, après le souvenir de l'année dernière, il a forcément envie de remettre ce couvert. L'arrivée est quasiment la même, à part qu'il n'y a pas de circuit final cette année. Ça avait été un grand moment pour lui de donner des idées cette année. One quick word about your team. What are your ambitions for this week with general classification, maybe with Tide Along, a stage for you, le classement général pour Tide, une étape pour toi. Quelles sont les ambitions cette semaine? Yeah, of course, we've got some mixed ambitions here. For me personally, it's mostly aimed at winning stages again, and of course, for guys like Thijs de Lange and Joris, it's more focused towards the general classification, and yeah, we'll see what we can do. So we're definitely gonna try our best. Thank you very much, Jordan. Voilà, et bien pour l'instant, le scénario n'a rien à voir avec ni celui d'il y a 2 ans, ni celui de l'année dernière. Donc comme ça, au moins, on repart à l'inconnu pour cette édition 2024. 23 km encore à parcourir. Et on le répète, donc dans peu de temps, on connaîtra le nom du premier porteur du maillot de la montagne, puisque Arnaud Bars avait pris les points devant Martin Ciotat, qui allait chercher d'ailleurs quelques points sur la première ascension, comme quoi les vrais grimpeurs déjà avaient jauger un petit peu les jambes pour aborder la première ascension répertoriée. On va voir ce qu'il en est maintenant de cette deuxième. Personne ne se dévoile pour l'instant. On est sur une portion un peu plus roulante avant d'aborder les dernières rampes de cette ascension. Tout à fait. La côte de Moras, je le rappelle, donc côte classée en 4e catégorie. Il y a 4 types d'ascension, bien entendu. Les plus faciles en 4e catégorie, ensuite 3e, 2e et 1re pour les cols que nous allons découvrir dans la 5e et dernière étape en direction de Loisan, sans oublier bien sûr la Chartreuse, puisque dans le massif de la Chartreuse il y aura deux ascensions de cols hyper connus des cyclistes, des amateurs de vélo bien sûr, et puis des cols un petit peu inédits qui seront découvert dans le massif de Loisan. En tout cas, le sprint lancé ici du côté de la Trinity Racing pour aller faire les points avec les couleurs d'Arkea juste derrière. Est-ce que c'est déjà Martin Ciotat pour aller chercher encore quelques points? Je crois que les couleurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais sont représentées juste derrière. Sprint course de côte ici à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Le sommet qui est situé à 20 km et on ne doit plus en être loin. Attention, le petit compteur qui est resté coincé sur l'image, mais pas d'inquiétude, on se rapproche bien de ce Grand Prix de la montagne avec une première banderille du côté de la Trinity. La deuxième qui va venir peut-être d'Arne Bers justement pour la Lotto Destiny, il est en 2e position et c'est toujours cette équipe Arkea BNB Hotel qui emmène ici. Pas à voir si c'est déjà Martin Ciotat qui remet le couvert ou pas. Et on est en train de laisser filer pour la Lotto pour aller chercher ce premier maillot. Il avait déjà pris les points. On imagine qu'Arne Baers va récidiver ici et aller chercher le maillot distinctif de la montagne. Pour l'heure, il reste 20 km à parcourir et attention, on va peut-être sortir à 2 pour la VF Groupe Bardiani. On ne s'est pas relevé tout de suite. Est-ce qu'on a vu qu'il y avait un trou? Et les 2 Italiens qui se regardent, on y va pas. Et il y aurait peut-être un petit coup à jouer. Allez, qui c'est pour ces 2 concurrents de la formation Pro Team, l'une des 2 Pro Team donc invitées par l'organisateur. La VF Groupe Bardiani qui était représentée avec un coureur chilien tout à l'heure dans l'échappée. Et bien ici peut-être les 2 Italiens de cette équipe pour aller faire un petit écart. Oui, peut-être Lorenzo Conforti donc dans ce duo de tête. En tout cas,
les deux coureurs italiens ont vraiment flairé le bon coup. Hein. C'est partir comme ça, donc en facteur au sommet de cette dernière difficulté. C'est très bien vu. C'est astucieux et c'est très italien de faire ça. Franchement, chapeau aux coureurs de VF Group, Bardiani, CSF, Faisani. Vraiment, là, ils ont flairé la bonne opération. Ils ont laissé effectivement faire pour le classement des meilleurs grimpeurs. Et derrière, ils ont contré. J'avais pas vu en temps réel, mais il y avait tous les assistants qui étaient prêts à ravitailler. Et puis je crois que le peloton est passé à une telle vitesse, personne n'a attrapé le bidon. Ouais. Bon, c'est chou blanc pour les assistants et assistantes. En tout cas, on est reparti de plus belle et on va compter, allez, 6-7 secondes peut-être pour les deux coureurs. J'avais aperçu un coureur de l'équipe Groupama FDJ derrière, ça ne semble plus être le cas. Si, on a un coureur de la Groupama FDJ intercalé qui hésite un petit peu, le reste du peloton derrière. J'ai l'impression qu'il n'y va pas franchement. Derrière les deux Italiens, il y a quand même deux coureurs en contre. Hein. Donc je pense qu'il y a à peu près 50 mètres à chaque niveau. L'écart est très faible. C'est vrai que ça roule vite. Mais en tout cas, les deux coureurs italiens ont vraiment fait un très joli coup. Et c'est à montrer dans les écoles de cyclisme. Ça, c'est vrai que c'est un coup parfaitement bien calculé. C'est judicieux de partir comme ça, donc au sommet d'une côte. Par contre, il faut effectivement avoir le punch nécessaire pour pouvoir le faire, alors que ça a roulé très vite hein, dans les premiers kilomètres de cette étape. Et c'est vrai qu'il faut en avoir, comme on dit, sous la pédale pour pouvoir engager donc une telle course qui est à maintenant un peu moins de 20 km de l'arrivée. On nous indique 18 km.4, donc nous serions tout près des localités de Vessilieu et de Panossa, donc faux plat descendant actuellement, donc après l'ascension de cette côte de Moras. L'écart semble se creuser, Lilian. Oui, et cette fois-ci on y va un peu plus franchement du côté des deux Italiens. L'hésitation a laissé place maintenant au coup de pédale un petit peu plus appuyé, et sur cette portion descendante on va pouvoir faire le tempo. C'est vraiment une situation intéressante, d'autant que derrière les équipes qui avaient roulé massivement jusqu'ici, on se retrouve un petit peu déstabilisé par cette situation, alors que l'on retrouve à nouveau les images de ce sprint de côte, cette course de côte emmenée ici avec Arne Baers, et qui vient venir asseoir sa domination sur ce premier classement de la montagne. Première étape ici, et derrière Dominique Robert est allé chercher des points, donc à la deuxième place pour l'équipe allemande PNS Metal Technique, et c'est bien Martin Ciotta qui était là mais qui a pris la troisième place donc au sommet. Arne Baers pour l'équipe Lotto Destiny va donc aller chercher le maillot violet de la montagne. Coup de force hein, de cette formation italienne. La VF Group Bardiani, habitué d'ailleurs de l'Alpe Isère Tour, hein, c'est pas la première fois qu'on voit ces coureurs italiens présents donc, dans cette épreuve, alors que les deux hommes de tête traversent Vessilieu. On n'a pas d'écart, et j'aimerais effectivement, je pense que toi Lilian aussi, on aimerait avoir des écarts entre les deux coureurs de tête et les poursuivants immédiats. C'est vrai que là effectivement c'est un tandem de luxe que les coureurs de la Bardiani nous offrent au terme de cette première étape. On voit plus, hein. On voit plus au fond là, de coureurs, la une, la deux. On vire tout juste, et non, l'écart est vraiment intéressant là. Moi je pense qu'il y a certainement autour d'une vingtaine de secondes entre les deux coureurs de tête et leurs poursuivants, à mon avis. Hein. Allez, là on nous indique 13 secondes. 13 secondes alors qu'on est à 16 km. Là c'est une belle bagarre hein, franchement, à laquelle on assiste entre Biagini et Magli, les deux hommes, donc l'un porte le dossard numéro 11, l'autre le dossard numéro 13. Biagini et Magli ensemble. Voilà, Federico Biagini, dossard numéro 11, et Filippo Magli, le dossard numéro 13. Deux coureurs donc de la Bardiani CSF en tête de cette première étape, alors que nous approchons les 15 derniers kilomètres et que nous sommes maintenant donc dans la sortie du village de Panossa en direction donc du lieu-dit Jamisieux à Tigneux. Deux coureurs, l'un de 20 ans, l'autre de 25. On rappelle qu'il y aura bien évidemment un maillot blanc pour le meilleur jeune. Est-ce qu'on va se partager les maillots ici tout à l'heure à Charvieux-Chavagneux entre Federico Biagini et Filippo Magli?
Magli qui avait terminé au pied du podium sur les championnats d'Italie la saison dernière. Côté pro, ce sera l'une de ses meilleures performances. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, il va trouver une ouverture un petit peu plus franche dans l'Alpizère Tour. Et là, ils vont peut-être râler un petit peu moins contre la moto, maintenant que ce sont eux en tête. Bon. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau final, un final à suspense que les coureurs nous proposent. Franchement, belle bagarre en tête de course avec ces deux garçons donc, de VF Group, Bardiani, CSF Faisane. C'était formation italienne, donc qui, comme je le disais tout à l'heure, a su flairer la bonne opération. Reste à savoir s'ils pourront tenir tous les deux encore donc un peu plus de 15 km à tenir avant de rejoindre ici à Charvieux-Chavagneux la ligne d'arrivée. Il y en a partout. Là, derrière, on a un groupe qui s'est intercalé avec les couleurs de Decathlon AG2R, les couleurs de Corbeil sont 5. Je crois que c'est encore Vincente Roras pour la VF Group Bardiani qui est ressorti et qui est intercalé pour essayer de déstabiliser un petit peu la poursuite. Un coureur pour le C Saint-Etienne également et un coureur pour l'équipe à Gunsberman. Donc 15 secondes, ce serait entre la tête de groupe et le premier groupe de coureurs intercalés dans des portions toujours descendantes. Et puis on va voir si on aperçoit le peloton dans des portions un petit peu plus droites. Ah non, ça a tourné avant. Donc ça veut dire que le peloton n'est pas tout de suite dans le porte-bagages de ce groupe de contre-attaque. Et ça roule très fort dans la contre-attaque. On voit que la vitesse des 5 coureurs donc, est supérieure à 50 km/h alors que devant on est donc sur une base de 43. C'est-à-dire que l'écart devrait se réduire. On nous indique toujours 15 secondes. Je suis un petit peu dubitatif sur l'écart qu'il y a entre les deux coureurs de tête et cette première contre-attaque à 5. En tout cas, donc, ça a explosé au sein de ce peloton dans les 20 derniers kilomètres de cette première étape. Ouais, pardon, j'ai un petit peu peur. Le coureur de Saint-Etienne qui a fait un petit écart, a failli partir à la faute. À la faute avec la moto. Bon, tout va bien. On retrouve donc ici le relais quand il est sur relais. Voilà, gros écart. Les couleurs de l'équipe Decathlon AG2R, les couleurs de Saint-Etienne, lancées à plus de 60 km/h. Effectivement, dans ces portions ultra roulantes qui vont les ramener vers le final de l'étape. On rappelle les enjeux du jour, la victoire d'étape, premier maillot jaune à la clé, le vainqueur d'étape qui devrait très certainement aller chercher le maillot du classement par points également. Pour la montagne, c'est fait avec Arnebers. Pour la combativité, on n'en a pas encore parlé, mais il y a un classement du combativité qui n'est pas tout à fait un classement de la combativité comme vous en avez l'habitude. On élit le plus combatif de l'étape. Ici, c'est le plus combatif. C'est celui qui a été le plus à l'avant puisque c'est celui qui s'est le plus illustré dans tous les sprints, que ce soit montagne ou sprints intermédiaires, et qui revêtira également un maillot distinctif tout à l'heure. Côté stéphanois, je crois que c'est Antoine Roussel pour cette formation, lui qui était passé par le Vélo Club de Vaux-en-Velin, bien sûr, et qui a déjà brillé cette année. C'était au début du mois de mars. Alors, confirmation. Donc pour Antoine Roussel, Vincent Harrier là pour Hexagone, Oscar Chamberlain, l'Australien de l'équipe Decathlon AG2R, Lester McKellar pour l'équipe à Gunsberman. C'est, je le disais, à nouveau Vincente Rojas Naranjo, le Chilien de la VF Group Bardiani. En tout cas, les Italiens font fort, franchement. On les voit donc à deux devant. On les retrouve avec Vincente Rojas, le coureur chilien de la formation italienne VF Group Bardiani. C'est vrai qu'il y en a de partout, les coureurs de la VF Bardiani. Franchement, étonnant coureurs italiens dans cette première étape là, qui effectivement ont réussi à placer 2 hommes en tête, un homme dans cette contre-attaque à 5. Et c'est vrai qu'il y a la moitié de l'équipe à l'avant. Franchement, chapeau pour les coureurs italiens. Ils tiennent leur rang, ils font partie des équipes de plus haute division. Ce sont des pro teams invités sur des grands tours. La VF Group Bardiani a été invité sur les routes du Tour d'Italie notamment. Certains d'entre eux ont déjà couru le Tour d'Italie. Eh bien, ils tiennent leur rang ici à l'avant, alors que le peloton va commencer à talonner un petit peu le groupe de contre. Le groupe de contre emmené par l'Australien Oscar Chamberlain. Allez, on a l'impression que le peloton semble revenir sur la contre-attaque. Peut-être que l'entente n'est pas
parfaite au sein de cette contre-attaque à 5, sachant qu'il y a encore un coureur italien et les 4 autres coureurs n'ont peut-être pas intérêt à ramener encore un coureur de la Bardiani sur les 2 hommes de tête. C'est vrai que ça ferait beaucoup, 3 coureurs italiens en tête. Là, franchement, l'équipe italienne, c'est le Chilien, c'est le truc de cette équipe, Vicente Rojas, qui est le seul non-italien de cette équipe que l'on retrouve donc dans ce groupe déjà présent à l'avant tout à l'heure. C'est vrai que ça va être l'élément perturbateur dans ce groupe de contre, un groupe de contre qui compte néanmoins dans ses rangs l'un des garçons qu'on avait cité peut-être parmi les grands outsiders de ses premières étapes, Oscar Chamberlain, qui sort des rangs juniors où il a été champion du monde du contre-la-montre chez les moins de 19 ans, connu le podium à Paris-Roubaix junior, connu le succès au Grand Prix E3 également chez les U19. Et bien voilà, qui laisse le relais ici, alors que Vincent Harrier soit laisse le relais, soit plie les voiles. Non, voilà, il a compris qu'on n'irait pas plus loin. Le coureur du team Hexagone Corbalio Métropole se relève, ce qui n'est pas le cas en tout cas d'Antoine Roussel qui prend son relais maintenant. Oui, tout à fait, oui. Mais en tout cas, le peloton, effectivement, il n'est pas très loin. Et on va dire que ces grandes lignes droites, finalement, défavorisent les échappées. C'est vrai qu'on les a en point de mire quand on est effectivement soit en contre-attaque, soit au niveau à l'avant du peloton. Avoir de grandes lignes droites comme ça, c'est assez mortel. Franchement, c'est pas la meilleure route que l'on peut offrir donc à ces coureurs. Plus que 4 maintenant. 4 hommes en tête puisque effectivement c'est relevé. Et on rappelle donc pour cette situation de course. Donc en tête, les 2 Italiens, Federico Biaggiani et Filippo Magli pour la VF Group Bardiani. On retrouve donc à 7 secondes aux dernières informations. Donc le premier groupe de contre avec toujours Vicente Rojas, le Chilien de la VF Group, Alastair Makellar pour l'équipe Agensberman, Antoine Roussel pour le C Saint-Étienne Noir, Oscar Chamberlain pour l'équipe Décathlon AG2R, le peloton, lui qui était annoncé à 22 secondes. C'est vrai que la caméra écrase un petit peu et on va peut-être bien voir la jonction. On le voit ici très bien sur l'image de notre première moto. Et bien que la jonction est imminente. Et pour les autres motos, effectivement, côté photographe, on va s'avancer un petit peu parce que la jonction est imminente. Et les 2 hommes de tête ont peut-être intérêt puisqu'il y a encore un coureur de la CSF Bardiani dedans. Ils vont être 3 maintenant. S'ils s'entendent effectivement à 3, ça peut aller loin. Attention, nous sommes à moins de 9 km maintenant de l'arrivée ici à Charvieux-Chavagneux. 3 coureurs d'une même formation, donc la VF Group Bardiani CSF. Ça peut être lourd de conséquences si effectivement ces garçons s'entendent parfaitement bien dans les derniers kilomètres qui sont plats comme une savonnette, les derniers kilomètres. Voilà, c'est des grandes lignes droites. Alors il n'y a pas de classement par équipe ce soir, c'est dommage parce que pour une fois il aurait été facile à calculer avec l'équipe VF Group Bardiani. Derrière, qui il va rester pour faire l'effort? La DSM Firmenich s'est positionnée aux avant-postes, la Trinity Racing en 2e rideau, l'équipe PNS Metal Technique en 3e rideau, et derrière on a l'équipe Arkea BNB Hotel, l'équipe Décathlon essaie de désorganiser un petit peu la poursuite. On n'a plus personne pour l'équipe Groupama FDJ Continental. Sprint ici pour passer les portions techniques aux avant-postes. Il reste moins de 8 km et ça devient particulièrement intéressant, que ce soit pour la VF Group ou que ce soit pour les coureurs qui les accompagnent, parce que avant une étape de demain qui sera également mouvementée du côté de Saint-Savin pour le final, eh bien on va pouvoir prendre quelques précieuses secondes d'avance et peut-être porter le maillot jaune un petit peu plus tard dans la semaine. Qui sait, comme l'avait fait Clément Carizet en allant chercher le maillot à l'occasion de la 3e étape la saison dernière. Vicente Rojas en tout cas emmène ce groupe, essayer de mettre sur orbite l'un des 2 Italiens dans cette équipe, et on rappelle la présence donc d'Antoine Roussel, d'Alastair Makellar, d'Oscar Chamberlain dans ce groupe de 6 coureurs en tête. Oui, tout à fait. Antoine Roussel qui, faut-il le rappeler, donc, porte les couleurs de l'EC Saint-Étienne Noir. C'est le seul programmateur dans ce groupe de tête actuellement. Et Antoine Roussel avait déjà montré le bout de son nez l'année dernière sur les routes de l'Alpe Isère Tour. C'est un coureur qui apprécie très particulièrement donc, cette épreuve, et il y est vraiment à l'aise. Alors que nous approchons maintenant les 7 derniers kilomètres de cette première étape. 7 km. On vient de quitter Jamasieux pour le peloton. Toujours donc en tête Biagini, Magli, Roras, Makellar, Chamberlain et Roussel.
Voilà donc la composition du groupe de tête. 6 hommes actuellement en tête, mais l'information importante, bien sûr, c'est la présence de 3 coureurs de la VF Group, donc Bardiani CSF. Il y a une petite erreur, je crois, donc, dans l'incruste, puisque Vincenzo Roras, dossard numéro 16, est bien donc l'un des coureurs de la formation italienne, au même titre que Federico Birgini et Filippo Magli. Et la DSM derrière, donc, pour essayer de sauver ce qui peut l'être. On nous annonce 20 secondes maintenant de retard pour ce peloton. À 6 km, on va encore avoir des surprises sur la ligne d'arrivée. On refait le point avec à l'avant, donc pour l'équipe Agensberman, Alastair McKellar, champion d'Australie chez les espoirs, route et contre la montre. Une belle pointe de vitesse peut-être pour le coureur d'Agensberman. Attention de ne pas se regarder à l'avant. On a vu qu'on se relevait un petit peu. On a les 3 coureurs de l'équipe italienne, on le rappelle, Federico Biaggiani, Filippo Magli et Vincenzo Roras, 2 Italiens et un Chilien. Antoine Roussel pour le C Saint-Etienne, qu'on avait vu briller en début d'année sur le Prix Pinel, une des références du côté amateur en tout début de saison. C'était début mars où il avait un petit peu donné le ton d'une belle saison côté stéphanois, d'un beau début de saison en tout cas. On attendait beaucoup Marcus Payur sur cette fin d'étape. C'est Antoine Roussel qui a surgi, et avec eux, par contre, l'un des ogres également de début d'année, Oscar Chamberlain, l'Australien d'équipe Decathlon AG2R la mondiale. Champion du monde du contre-la-montre chez les juniors la saison dernière. Champion d'Océanie junior. Vainqueur des Flandriennes du côté U19 également. Côté junior, il avait pris la 2e place de Paris-Roubaix junior. La question qui tue, Lilian, donc est-ce que l'échappée va tenir tête au peloton alors que nous sommes maintenant à 5 km de l'arrivée? Moi je dis oui. Moi je dis oui, je pense qu'on est bien parti. Alors on va le voir ici avec le passage du rond-point et la vision un petit peu plus large de la caméra. Le peloton qui est... Bon alors Lilian, pour te contrer, je dis non finalement. Je dis non là, je dis que... Je suis efficace pour te faire changer d'avis. Voilà, je dis que le peloton va revenir sur cette échappée. C'est vrai que ça roule très très fort, hein. On n'a pas les vitesses et c'est bien dommage, mais ça roule vraiment très très fort au sein de ce peloton, donc emmené par les coureurs de la DSM Firmenich, l'équipe développement team d'ailleurs, de l'équipe DSM, de la grande équipe DSM, l'équipe notamment de Romain Bardet bien sûr. C'est vrai qu'on voit que le peloton semble revenir. Est-ce qu'il y a réellement 15 secondes chez soi? La caméra écrase. C'est tout à fait ça, mon cher. La caméra écrase, c'est vrai. Mais cela étant, devant, effectivement, on s'entend à merveille entre les coureurs donc, de groupe Bardiani. Finalement, les autres ont peut-être intérêt à laisser les coureurs italiens jouer leur carte, hein, finalement. Et ça, c'est pas impossible, hein. Ils sont 3 devant, donc à eux de tirer les marrons du feu, comme on dit. Et ça peut peut-être aussi profiter à des garçons comme McKellar, Chamberlain ou Roussel, pourquoi pas. Pourquoi pas. 4 km encore à parcourir. S'il y avait un tout petit souci de son côté régie, on va vérifier. Donc si tout va bien. Donc pour 4 km encore à parcourir avec nos coureurs de tête. Si, non mais c'est la caméra qui écrase. Hein. Non, 5 pas. En tout cas, les relais qui tombent bien. On se regarde pas. Il y a beau avoir 3 coureurs de l'équipe Bardiani. Pour l'instant, tout le monde a saisi l'enjeu qui est le leur. À 3 km 700 du but. Et on va les retrouver alors que ça s'agite derrière nous côté ligne d'arrivée, puisque les coureurs se rapprochent maintenant. Bientôt l'entrée dans Charby. Ah non, c'est plus le moment de se retourner, hein, messieurs. Ouais. L'opportunité est là d'aller briller, d'aller chercher le maillot de leader. Sachant qu'il n'y a pas de tour de circuit aujourd'hui, hein, c'est une arrivée sèche sur Charvieux-Chavagneux. Contrairement, j'allais dire, aux années précédentes où on avait toujours un circuit l'année dernière à faire 3 fois notamment. Cette année, c'est vraiment l'arrivée sèche. Donc moi, mon avis, c'est de dire qu'ils vont revenir dans le dernier kilomètre sur les 6 coureurs de tête. Tu peux pas dire le dernier tour. Et effectivement, nous ne sommes plus qu'à 3 km maintenant de la ligne d'arrivée ici, tracée tout près donc, de la mairie de Charvieux-Chavagneux. L'écart donnait donc 10 petites secondes. Avec l'équipe Arkea Biotel qui est venue se repositionner, hein, à l'avant. On avait laissé
le team DSM faire le tempo. Et ça y est, on commence à s'affoler un petit peu. Préparer le sprint de l'Italien peut-être. Quelle bagarre en tout cas, hein. Quelle bagarre en tête de course lors de cette première étape. Vraiment, les coureurs nous gratifient d'un très très beau spectacle avec un suspense complet. À moins de 3 km maintenant de l'arrivée, on se retourne dans l'échappée, c'est pas toujours très bon signe de voir derrière donc les coureurs qui reviennent sur l'échappée. Je rappelle qu'il y a peut-être un peu plus de 2 km maintenant avant l'arrivée donc ici à Charbieu-Chavagneux et 10 petites secondes seulement. 10 petites secondes seulement, l'écart donc qui nous est communiqué entre les hommes de tête et le peloton. À mon avis, il y a moins de 10 secondes. Ah oui, là on... Moi je te dis qu'on va tout droit au sprint là. On se regarde. Ah, j'ose plus rien dire, voilà. Ah, c'est un drôle de dénouement. Ça semblait vraiment bien parti. Puis c'est vrai que derrière, il suffit d'une équipe supplémentaire qui vient rouler. On a toujours nos 5 coureurs en tout cas. 1 km 500. Alors, la jonction qui est presque imminente. Même si on est encore en train de tout donner. Là, elle est l'offensive du côté d'Alistair McKellar. Il ne veut pas renoncer. Encore l'Australien. Antoine Roussel qui essaie de réagir derrière. Chamberlain n'y va pas pour l'instant. Il y a Alistair McKellar qui veut mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher le succès dans cette équipe à Guns Bermans. Très mobilisé depuis le début de l'étape. C'était ce qu'il fallait faire finalement. Hein. C'est partir. C'est la dernière chance. Ah oui, tout à fait. Partir quelques hectomètres avant la flamme rouge. Voilà la flamme rouge d'ailleurs, entre parenthèses. C'est la seule solution, à mon avis, pour pouvoir espérer emporter cette première Allez, étape. ça va y aller. Ça va y aller, Jean-Claude. Ça va le faire. Ah, on s'est bien remobilisé. On va retrouver McKellar. Je crois qu'on a Oscar Chamberlain dans la roue. Antoine Roussel est là pour le C Saint-Etienne. Je crois qu'ils ne sont plus que 4. Pour la VF Group, on n'en a plus qu'un. Et on doit être à 800 mètres. Le final un tout petit peu technique pour favoriser cette échappée. Alistair McKellar avec Antoine Roussel peut-être pour relancer l'offensive. Le Stéphanois pour le coup d'éclat peut-être. Et non, on est revenu derrière. Le sprint massif, on était tout près. Eh bien ça va être au sprint massif que l'on va disputer cette première étape à Charbieu-Chavagneux avec le coup de force du côté de l'équipe Groupama FDJ. C'est Noah Hobbs qui vient chercher le succès. Noah Hobbs qui vient mettre tout le monde d'accord en remportant cette étape. Ah, il a mis 4 vélos à tout le monde dès qu'il a lancé son sprint, parfaitement lancé. Effectivement, on a su prendre les bons risques dans le final et l'équipe Groupama FDJ Conti qui vient chercher le succès avec le jeune Britannique de 19 ans qui vient s'imposer. 3e d'étape sur les routes de Bretagne, 6e à Lillers, 2e d'étape sur l'Arctic Race. Il vient chercher le succès qui lui manquait. Noah Hobbs vient s'imposer. Le Britannique va aller chercher très certainement le premier maillot jaune au jeu des bonifications, à moins que derrière on ait pu se glisser dans les bonifs. Je n'avais pas eu le temps de voir, je vous avoue, qui terminait donc 2e, 3e, la 2e place a priori pour Trésisé. Chamberlain vient faire 3e quand même, hein. Il était dans la dernière échappée. Eh bien, il vient conserver quand même une place sur le podium. Ça veut dire que du côté de ceux qui avaient déjà des bonifs, on n'en a pas repris et que donc Noah Hobbs va aller chercher donc le premier maillot de leader. Équipe française, coureur britannique et un sacré numéro. Tout à fait, oui. Après un Noah Isidore, c'est un Noah Hobbs. C'est vrai. Donc le coureur de la Groupama FDJ, donc le SAR 55 qui remporte cette première étape et qui va par la même occasion donc endosser une belle brochette de maillots, puisque Noah Hobbs donc, va remporter le maillot orange de la Cécile Riser, vainqueur de l'étape. Le maillot jaune, bien entendu, du classement général individuel au temps, c'est le maillot du département de l'Isère. Certainement le vert aussi du classement par points. Mais bon, en ce qui concerne le meilleur jeune, le meilleur grimpeur, les sprints et la combativité, on va attendre un petit peu donc pour connaître qui va effectivement pouvoir
endosser ces différents maillots de leader. Je rappelle qu'il y aura pas moins de 7 maillots remis ce soir ici à Charvieux-Chavagneux. En tout cas, un beau sprint, Lilian. Hein. Donc j'ai gagné, je mène 1-0. Bon, on prend la revanche demain sur la route de Saint-Savin. Voilà, donc c'est que partie remise donc, pour demain, effectivement. Et Noah Hobbs, dont on rappelle l'âge, 19 ans, ça veut dire maillot blanc. Maillot également. blanc en Donc, même temps. Ouais. de meilleur espoir, un leader des moins de 23 ans. Donc maillot blanc, maillot vert, maillot jaune pour Noah Hobbs. Et maillot orange. Maillot orange, effectivement, qui récompense. Donc ça lui fait 4 maillots. Donc l'étape. 4 maillots. On va attendre un petit peu maintenant pour le classement des sprints, le classement de la combativité et le meilleur grimpeur. Je crois qu'on l'a déjà, hein, le maillot, donc bien entendu de meilleur grimpeur. Le meilleur grimpeur, donc du côté de la Lotto Destiny avec Arne Baers. Et du côté des sprints et de la combativité, en fait, on attend surtout de voir qui a franchi la ligne en premier entre Théo Thomas et Maxime Richard, puisqu'ils étaient à égalité dans ce classement. Je crois qu'ils totalisent le même nombre de premières places, puisque c'est ce qui les départage les ex-aequo. Donc maintenant, il fallait attendre le classement individuel à l'arrivée. Alors qu'on peut confirmer le classement provisoire, Noah Hobbs s'impose. On retrouvait en deuxième position de l'épreuve, donc Declan Trezizé pour l'équipe Araskip Capital, Oscar Chamberlain pour l'équipe Decathlon H2R est troisième. On retrouve en quatrième position Carlos Garcia Trero, en cinquième Lorenzo Conforti quand même pour l'équipe VF Group Bardiani qui vient signer la cinquième place. Josué Epis, l'italien d'équipe Arkea BNB Hotel est sixième. Clément Le Bouettez, tiens donc pour Charvieux-Chavagnes Cyclisme est septième. On retrouve à la 8e place de l'épreuve César Martin-Gilles, à la 9e place pour l'équipe Trinity Racing Callum Thornley, à la 10e. On retrouvait donc du côté de la formation DSM Franck Raggilo. Voilà pour le top 10 de cette étape. Du côté des classements annexes, on va donc pouvoir dans un instant confirmer les différents accessites. Et on va essayer d'avoir évidemment la réaction du vainqueur avant de rendre l'antenne et pour nous de basculer vers le podium protocolaire. En tout cas, donc, on va simplement rappeler que l'Anglais Noah Hobbs, le coureur de la Groupama, a remporté cette première étape entre Charvieux-Chavagneux et Charvieux-Chavagneux. Il endosse donc par la même occasion le maillot jaune du classement général individuel, autant le maillot jaune du département de l'Isère. Maillot vert Kia Automobile, c'est le classement par points. Par la même occasion, donc, il va revêtir là aussi le maillot blanc de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui concerne les jeunes coureurs de moins de 23 ans, ce qui est son cas. Et bien entendu, le maillot orange remis au vainqueur de l'étape, le maillot orange de la CCI Nord-Isère, donc, qui ira sur les épaules de Noah Hobbs. Pas moins de 4 maillots, c'est ça, hein, de 4 maillots donc pour le lauréat de cette première étape. Et sauf erreur de ma part, on devrait retrouver donc pour le classement maillot bleu des sprints intermédiaires et pour la combativité, le leadership de Théo Thomas puisqu'il termine 11e de cette étape du côté du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Belle étape pour ce jeune coureur. À noter quand même la 12e place de Makellar qui avait été l'animateur du dernier kilomètre. Côté amateur, on salue la 14e place de Nicolas Silio. Mathias Sanlaville pour l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes termine à la 16e place. Voilà donc pour les différentes positions. On se laisse 30 secondes, on se met en place puisque Noah Hobbs est avec nous et qu'on va pouvoir échanger sur cette superbe victoire. Je sais pas. Allez.
Allez, on est donc avec Noah Hobbs. Avec Noah Hobbs pour le débriefing de cette étape, la victoire pour un coureur de l'équipe Groupama FDJ Continental. Congratulations, Noah. That was a crazy final with a quick breakaway, 5 riders. Did you feel that was lost in the final with this breakaway? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as cru que ça allait être terminé, qu'on n'allait pas revenir? Yeah, there was breaks going like all the time, so we had to try and follow some of them, and also by the end we just had to get some guys on the front, and the whole team worked to get this back. And yeah, there was one at the end, but luckily we caught it just in time. Ouais, il nous disait qu'effectivement il y a eu des attaques toute la journée, des échappées toute la journée, qu'on a même essayé de se glisser dans certaines d'entre elles. Ça a été assez dur finalement de contrôler l'épreuve aujourd'hui, mais que dans le final, malgré cette échappée de 5 coureurs, on est revenu juste à temps pour aller disputer le sprint. You had so strange in the final. You were super Noah in the final. There was no one behind you. This is good for the next days, maybe for a new victory tomorrow or maybe Friday. Peut-être une nouvelle victoire demain au vendredi, lorsque l'on voit la force que tu dégageais dans le sprint aujourd'hui. Yeah, no, like I came into the final with perfect positioning, and the team worked me all day, so I was super fresh coming into the sprint, which really helped and allowed me to get the victory. Bah, il nous disait tout simplement qu'il arrivait limite frais en fait sur ce sprint parce que son équipe l'a parfaitement déposé. Ils sont revenus juste à temps sur l'échappée. Il n'a pas eu d'effort à faire, parfaitement emmené par son équipe pour aller chercher le succès. On verra donc si cela leur permet de revenir effectivement dans ces conditions les jours prochains. Thank you very much Noah and congratulations. Félicitations à Noah Hobbs, donc vainqueur de cette étape aujourd'hui à Charvieux-Chavagneux. Charvieux-Chavagneux qui se prépare également pour la cérémonie protocolaire. De mon côté, je crois qu'on va pouvoir rendre l'antenne pour aujourd'hui avec effectivement ce succès pour le corps de l'équipe Groupama FDJ qui va aller chercher maillot jaune, maillot vert, des classements annexes avec la Lotto Destiny, avec les amateurs également qui auront brillé aujourd'hui. En tout cas demain c'est une autre étape qui se dressera devant eux, départ de Val-de-Virieu direction Saint-Savin pour une étape qui sera un petit peu avancée. Départ à midi, prise d'antenne, nous on vous retrouvera à partir de 14h. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain pour la deuxième étape de l'Alpe Isère Tour.